c'est le retour de Stop Intox, ici au Salon de l'Agriculture, chez Village Semences. Nous évoquons aujourd'hui le lien entre l'agriculture et la gastronomie, la table française, un élément de patrimoine. J'en parle avec Emmanuel Ducrot, journaliste à l'Opinion, avec Charles Soussin qui est cuisinier, avec Anne-Cécile Suzanne, votre voisine agricultrice dans le département de l'Orne, Mathieu Pecker, directeur général de Culture Viande, et puis Alex est toujours là pour relayer vos questions. Bien, dans la première partie, on va chercher à comprendre quelles étaient les tendances, comment la culture d'ailleurs pénétrait la cuisine. Hein, la cuisine, c'est le produit de notre histoire, de notre culture. Je rappelle, il est utile de le rappeler, que c'est une conquête. C'est une longue et difficile conquête, la souveraineté alimentaire, en quantité et en qualité. Emmanuel, il faut toujours rappeler ça. Il faut toujours rappeler ça. La France, dans l'après-guerre, Edgar Pisani, ministre de l'Agriculture, décide de mettre en place une politique volontariste appuyée aussi par la PAC pour conquérir l'indépendance agroalimentaire de la France. Et c'est extrêmement important parce que les pays qui ne sont pas dans cette situation stratégique, comme le Royaume-Uni, par exemple, en ce moment, ça ressort avec le Brexit, le fait que le Royaume-Uni n'est pas indépendant dans son alimentation, ça lui pose des problèmes. C'est une vraie conquête et c'est un vrai élément de force stratégique pour la France de pouvoir maîtriser l'alimentation de sa population. Vous savez, il y a 2 ans, en 2016, la campagne céréalière a été désastreuse en France. Il y a 1 siècle et demi de ça, la population française serait probablement morte de faim si on avait eu une campagne céréalière comme celle de 2016. Des volumes qui chutent de 30% en une année. Comment on fait? Le fait qu'on puisse avoir un agroalimentaire qui s'appuie sur plusieurs piliers, c'est extrêmement important pour notre souveraineté. Et effectivement, c'est une conquête. Mais toute l'agriculture est une conquête. Les animaux d'élevage sont des conquêtes. Les céréales sont des conquêtes. Le blé est comme ça, pas naturellement. Il n'a pas poussé tout seul. On l'a sélectionné. Quand on parle de la naturalité de l'agriculture, il ne faut pas oublier que tous les produits qu'on cultive sont des créations humaines. On va rappeler d'ailleurs, puisqu'on vous avez évoqué le Brexit, c'est très intéressant parce que c'est un vrai sujet d'actualité. L'Angleterre a conduit une politique agricole qui n'était pas la nôtre. La politique de Margaret Thatcher, 79-90, ça a été plutôt de financiariser l'agriculture en Angleterre. Donc on a abandonné les cultures vivrières, on a un peu abandonné l'élevage, on a éteint des filières mais entières de production, notamment de légumes. Et vous allez de Paris à Londres, vous arrivez par l'Eurostar sur les côtes anglaises jusqu'à Londres, c'est un grand champ de blé. On ne fait que de la céréale. Pourquoi? Parce que la céréale, c'est le marché de Chicago, c'est une production qui est éligible à la spéculation. Bon, c'est leur droit. Hein. Il faut dire aussi que c'est une terre qui se prête bien à la céréale. Enfin, je veux dire, c'est pas totalement absurde, mais oui, effectivement. Mais c'est très compliqué. Regardez là. Vous qui êtes aux États-Unis, alors il y a des chaînes alimentaires aujourd'hui, des chaînes de distribution qui ont élargi l'offre. Mais en Angleterre, ce qui est frappant, c'est de voir qu'il y a finalement très peu de produits dans les linéaires. Il y a énormément de produits transformés. Vous allez chez Marks & Spencer ou ailleurs, on ne va pas tous les citer, Sainsbury, Tesco, vous avez énormément de produits assemblés. Alors là, en France, en ce moment, on nous dit surtout pas. Hein, il faut éviter ces produits trop salés, trop sucrés, trop gras. Et il y a très peu de fruits et de légumes. C'est une autre façon, probablement, de cuisiner. Je ne sais pas si j'aimerais être cuisinier en Angleterre. Et vous? Alors, moi, je n'aime pas. Mais ce qui est sûr, c'est que je vois aux États-Unis, par exemple, l'offre, on va dire, il y a effectivement, comme vous dites, beaucoup de choses transformées. Mais il y a quand même un très, très, très joli rayon, par exemple, fruits frais, qui est bien tenu, qui est bien fait. Ça, c'est indéniable. Où ça? Aux États-Unis, ça c'est indéniable. Ouais, d'accord. Ça c'est indéniable. Un rayon, vous avez dit fruits légumes frais, ou même produits avec des produits qui sont vraiment top, qui sont vraiment bien faits. Franchement, c'est voilà. Après, il y a derrière. Sûr. J'ai pas la même vision que vous. Vous allez très clairement. Vous allez chez, je cherche le. Whole Foods. Whole Foods, merci. Alors vous allez chez Whole Foods, mais Whole Foods c'est organic food. Mais on est sur un. Non, pas forcément. Non, pas forcément. Beaucoup. Non. Mais vous êtes sur un créneau, on va dire. Assez haut de gamme, clairement, mais c'est vraiment... Vous savez qui a racheté Whole Foods? C'est Amazon. Aïe. Pourquoi est-ce que Amazon a racheté Whole Foods? Parce qu'Amazon s'est aperçu qu'à un moment, il fallait rencontrer les clients. Et puis parce qu'à un moment, on mange tous 3 fois par jour aussi. Et en effet, chez Whole Foods, mais Whole Foods, c'est la Nouvelle-Angleterre. Mais par contre... C'est pas partout. Mais je veux juste dire, par contre, derrière ce rayon-là, derrière ces jolies présentations, il y a des gens qui vous conseillent. Et il est là le truc.
c'est que si vous mettez un produit sans conseil, il ne se passe rien. Ouais. Voilà. Si vous conseillez des produits, c'est toujours pareil. Enfin, la communication, on vend de la matière, on vend pas des boulons de 12. Bien sûr, bien voilà. sûr. Donc il faut le dire. Il faut le dire. Donc, mais voilà. Whole Foods, pour reprendre votre exemple, vend beaucoup de ce que les Anglais appellent le catering, c'est-à-dire du traiteur. Oui, bien sûr. Et c'est plutôt... Alors je l'ai utilisé il n'y a pas très longtemps, c'est pour ça que je vous en parle. C'est plutôt quali. Mais c'est des recettes européennes. Oui, bien sûr. Et c'est qualitatif. C'est des recettes européennes, c'est pas de la cuisine américaine. Non, bien sûr. Bon, Et au-delà de ça, juste un petit complément, ça coûte très cher. Pour avoir étudié à Boston, je me souviens que les aliments non transformés frais étaient hors de prix. Moi, je m'en achetais à peine. Bien sûr. Oui, alors justement, allez-y. Mais c'est aussi une question d'éducation. On n'a pas été, entre guillemets, éduqués de la même façon. L'Américain... couper une pomme de terre, la faire blanchir, excusez-moi de cuisinier, et la sauter à la graisse d'oie, ça l'intéresse pas. Nous, ça nous intéresse. Parce qu'on a envie de ça. On revient à ce type de cuisine. On a envie d'acheter sa pomme de terre, ses carottes, sa morceau de viande, le faire cuisiner. On a envie à la viande du dimanche, on a envie à la volaille du dimanche, parce qu'on revient à ça, parce qu'on l'a perdu. Une génération a été sauté, je le pense, et on revient à cette envie-là. L'Américain, il n'a pas envie de ça, parce qu'on parle de culture, on parle de choses qui sont tout à fait différentes. On n'est pas fait pareil. Non, tout simplement. non, ça se saurait. Juste un petit mot, allez-y, Mathieu Pecker. Je voulais rebondir sur un point qui est extrêmement important, c'est que je suis spécialiste des produits viande, mais c'est un produit qui est complexe à faire comprendre aux consommateurs. Donc pour y arriver, il faut des professionnels dans les magasins, il faut des professionnels dans les boucheries, les ambassadeurs, pour qu'ils soient capables d'expliquer qu'on peut faire telle recette avec tel morceau. Sans ça, effectivement, face à un rayon, on est perdu et le consommateur a perdu la culture d'un certain nombre de produits. Sans un bon professionnel dans les magasins, on n'y arrivera pas, ça c'est certain. Emmanuel, oui. N'oublions pas la façon dont les États-Unis se sont construits, et c'est la dimension culturelle de l'alimentation, c'est aussi ça. Les États-Unis se sont construits sur la famine. Les habitants de l'Angleterre, les premiers habitants de l'Angleterre se sont installés parce qu'ils avaient faim dans leur pays d'origine. C'est donc un pays où on a privilégié l'abondance au détriment de la qualité. Et ils ont eu faim en arrivant. Ils ont eu faim en arrivant. Ce sont les Indiens qui leur ont donné le maïs. À planter, à cultiver du maïs, heureusement. C'est pour ça qu'on retrouve du maïs. Franchement, le maïs, il y a mieux en termes gastronomiques. Enfin, bon. Il y a aussi toute une thématique qui est très intéressante à observer dans le paysage alimentaire américain, c'est le désert alimentaire. Il y a des zones entières des États-Unis qui sont cartographiées actuellement, où les habitants n'ont pas dans un rayon de 20 km d'endroits pour s'approvisionner en produits frais. Le seul endroit où on peut acheter de l'alimentation, c'est la station-service. Vous savez, ça, il y en a partout, des stations-service. Et donc, on n'achète que des produits transformés dans les stations-service et il n'y a pas de produits frais. Et il y a cette carte américaine du désert alimentaire dans un pays d'abondance. Aujourd'hui, Alexandre. Oui, non, vous allez-y. Aujourd'hui, je voudrais juste dire qu'en France, nous sommes bien heureux. On a le choix. On a le choix. Nous sommes des enfants gâtés. On a le choix d'être végétarien. On a le choix d'être omnivore. On a le choix. On est plutôt bien fait, je pense. Donc c'est pour ça qu'on peut choisir. C'est sûr. Heureusement, Dieu merci, vous disiez. Y compris d'ailleurs les professionnels. On va demander un mot d'explication à Monsieur Pecker sur la campagne en cours là. En ce moment à la télévision, on voit un jeune homme, un groupe ensuite. Il est dans sa vie personnelle. Au départ d'ailleurs, le message ne laisse pas supposer qu'on va parler de sa consommation alimentaire. Et notamment de sa consommation de viande. Et puis à la fin de ce message, on découvre qu'il est flexitarien. Et au fond, c'est le message de la société aujourd'hui. Vous l'avez adopté, ce message social. Effectivement, l'interprofession, alors qu'elle a la chance de rassembler toute la filière, depuis les éleveurs jusqu'au boucher, a adopté ce changement de message qui consiste à dire la viande, mangez-en mieux, c'est-à-dire choisissez-la bien, c'est-à-dire incorporez-la dans vos plats, mais n'oubliez pas les fruits, n'oubliez pas les légumes. Il y a un équilibre alimentaire global. C'est ce que veulent les jeunes. Oui. Quand on regarde les études sur la consommation de viande chez les jeunes, d'abord, il faut peut-être la faire disparaître sous la forme connue des parents et des grands-parents. Et on ne consomme plus un gros morceau de viande. Elle peut être tranchée, elle peut être mélangée à d'autres aliments. Et plus elle est mélangée, plus elle est acceptée. J'ai lu on est sur une très intéressante. On est sur une alimentation d'assemblage, c'est-à-dire qu'on achète de la viande émincée, qu'on incorpore dans des salades, qu'on incorpore dans des plats plus élaborés. Et c'est vrai que c'est une tendance plus moderne que les plats plus traditionnels. Maintenant, on a la chance en France d'avoir une filière très diversifiée. Il faut qu'on la maintienne, c'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet qui est
la menace de la standardisation, ça existe aussi en France. C'est-à-dire que si on ne va pas en restaurant en choisissant des viandes françaises, si on ne va pas en choisissant de la diversité, il y a un vrai risque de standardisation, même chez nous. On cuisine tous de moins en moins, on a tous de moins en moins de temps à y passer, donc il y a une vraie attention à y porter. La chance qu'on a, c'est qu'on a une culture un peu résistante sur ce sujet alimentaire. Donc on peut imaginer que ça va marcher, mais ça se maintient. Heureusement. Emma Ducrot, oui. Il y a une tendance dans notre société, c'est qu'on est de plus en plus sensible. Et il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus voir l'animal qu'ils mangent. C'est ça. J'ai discuté il n'y a pas très longtemps avec des producteurs de lapins en Vendée et ils m'expliquaient qu'ils n'arrivaient plus, ça marche aussi pour les volailles, ils n'arrivent plus à vendre leurs lapins et leurs volailles entières parce que les gens ne veulent pas voir l'animal en entier. Donc par exemple, s'ils le vendent découpé, ça va beaucoup mieux. Mais ça veut dire qu'on a quand même un effort, et je pense que les chefs ont vraiment un rôle à jouer, un effort d'expliquer ce que c'est que cette nourriture. Elle n'arrive pas en morceaux dans des barquettes, elle grandit. Il est loin le temps où, à la table d'Alsace, place de la République, on apportait un petit porcinet grillé. On ne peut plus faire ça. C'est impossible. Ce serait difficile. Ou alors il faut faire l'histoire qui va avec. Oui, alors oui, c'est long à raconter. Ça fait un repas qui dure des heures. Oui. Après, je pense que peut-être que cette explication-là, elle va venir par la labellisation. On leur dit qu'un animal, il a été élevé de cette façon-là et qu'il a, voilà, je pense qu'il faut juste expliquer les choses. Là, moi, j'habite à la campagne en banlieue parisienne. J'ai un grand jardin, j'ai 3 poules. Je peux manger du poulet rôti le dimanche, ça me dérange pas. Mais c'est pas, c'est comme ça. Moi, j'ai des enfants. Une expérience personnelle. J'ai des enfants. J'en ai un qui me dit, parmi d'autres, pas tous, mais un qui me dit, je ne veux pas manger de petites bêtes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça se comprend, ça, non? Ça se comprend. Après, moi, au-delà de la vie d'un animal, il y a quelque chose qui a plus de valeur. C'est la culture humaine, le plaisir de partager un bon plat. Il y a des choses qui pour moi, ont plus de valeur. Mais au-delà de ça, je voudrais juste... Peut-être la vie humaine tout court. Également. Ouais. Et beaucoup de choses. Enfin, il y a un impact de l'élevage sur son environnement qui est énorme et qui est positif. Et il faut le bon élevage. Non, mais allons au bout du débat, parce que vous avez des gens qui vous disent, voilà... mais c'est justement... Le végétal, l'animal et l'humain sont au même niveau de hiérarchie. Notre représentation anthropologique du monde, c'est pas ça. Notre représentation anthropologique du monde, c'est qu'on défend les humains. On est au-dessus. Non, mais... Je ne sais pas quel est votre avis, mais c'est comme ça. Oui. Ben alors, globalement oui. Et au-delà de ça, il y a quand même le sujet qu'on prend beaucoup notre alimentation comme une commodité. Et le bout de viande reste une commodité comme une autre. C'est pour ça qu'on peut la gâcher. Et en fait, il est important de reprendre conscience du fait qu'un bout de viande, c'est effectivement beaucoup de choses derrière. C'est un éleveur qui a consacré du temps à bien élever son animal, en tout cas, il faut l'espérer. Et qui derrière aussi une vie animale. Il y a beaucoup de choses derrière. Et il faut prendre conscience de ça quand on consomme. Et c'est comme ça qu'on parviendra à bien consommer. Très bien. Bon, Alex? Écoute, moi j'ai beaucoup de questions. Le débat intéresse vraiment pas mal de monde. Et les ONG ne sont pas loin. Le remplacement de la viande par les protéines végétales est inéluctable. Pourquoi ne pas s'y résoudre? Pourquoi résister? Voilà, je te laisse avec cette question. Bon courage. Merci. Inéluctable au nom de quoi? Inéluctable au nom de quoi? Non, mais on peut le contester. On peut le contester. Moi, j'adore vraiment quand on pose des évidences comme on ne mangera plus de viande. Mais au nom de quoi? Ça ne repose sur rien de scientifique, ça ne repose sur rien d'écologique d'ailleurs non plus, puisqu'on s'aperçoit qu'on peut avoir des formes d'élevage qui sont circulaires. On s'aperçoit que avoir des bovins, par exemple, dans les exploitations, c'est utile pour le carbone, c'est utile pour les sols. Pourquoi? Au nom de quoi on devrait se résoudre aux protéines végétales? Enfin, moi, je n'ai pas du tout envie de me résoudre aux protéines végétales. Non, mais moi non plus, d'ailleurs. Non, mais Alex, c'est une vision. C'est une vision des choses. C'est un peu, tu sais, la suite de l'échange que j'ai eu avec vous, Anne-Cécile. Il y a des représentations anthropologiques du monde. L'homme serait à égalité avec d'autres espèces. Puis il y en a une autre qui dit l'homme a gagné sa souveraineté sur cette terre. Il a dominé son environnement. Il était d'ailleurs hostile au départ, l'environnement, y compris l'environnement animal. Tout ceci est le résultat d'une longue construction. On n'est pas obligé de s'excuser à chaque fois qu'on consomme les productions soit animales, soit végétales. On habite cette terre, on aura toujours un impact sur cette terre. Après, l'objectif, c'est de le rendre le plus positif possible. On est d'accord. Et dans mes prairies, où j'élève mes animaux pour en faire de la viande in fine un jour,
il y a des animaux qui y vivent aussi. Où iront les lièvres, les chevreuils qui vivent aujourd'hui tranquillement dans mes prairies si jamais mon élevage disparaît et qu'on laboure ces prairies pour en faire des terres de culture où les animaux seront beaucoup moins tranquilles. Et au-delà de ça, est-ce que les personnes qui prônent les protéines végétales considèrent les vers de terre, les scarabées, les abeilles comme des animaux? Parce que si elles considèrent tous ces insectes comme des animaux, eh bien, on en tue, mais massivement, du fait de la production végétale. Et on aura toujours un impact. Donc à ce moment, il faudra toujours manger. Bonne remarque. Monsieur Pecker. Vous comprendrez que j'adhère forcément pas à la vision de ne plus consommer de viande inéluctable, ça va de soi. Mais surtout, il faut qu'on se dise, les gens qui nous disent de ne plus consommer de viande balancent des arguments relativement faciles. Aujourd'hui, on peut, parce que nos animaux mangent de l'herbe, avoir une efficience protéique qui soit plus importante que dans les filières animales que dans les filières végétales. Aujourd'hui, parce que nos animaux mangent de l'herbe, on a un aspect positif sur le carbone, on l'a dit tout à l'heure, et aussi sur la biodiversité. Aujourd'hui, parce que on produit des graines de colza, etc., pour faire de l'huile. À côté de l'huile, il y a des protéines. Ces protéines, vaut mieux les faire manger par des animaux que par quelqu'un d'autre. Donc les filières animales ont un impact positif sur l'environnement. Ça implique du respect, ça implique des progrès, des changements de méthode, mais on ne peut pas faire croire que les filières animales sont en soi mauvaises, et c'est pas du tout inéluctable. Non, mais bien sûr, bien sûr. Oui, Emmanuel. Mais ça nous force parce que je voudrais qu'on parle des prix aussi. À faire une forme de retour sur nous-mêmes, philosophique. Ouais. L'homme est un prédateur, effectivement, dans la nature, mais est-ce que la nature nous veut du bien? La nature ne nous veut pas de bien, elle ne nous veut pas de mal, elle a juste envie de prospérer, et nous sommes en concurrence avec la nature pour notre alimentation. Nos cultures sont attaquées par des ravageurs, par d'autres insectes. On est en concurrence aussi avec la nature. Alors on la domine par des méthodes qui ne sont pas forcément terribles toujours, mais il faut quand même aussi replacer ce débat-là dans ce cadre. On n'est pas à égalité avec le reste de la nature. Chaque espèce est en lutte pour sa propre survie. C'est ça, on est d'accord. Je voudrais qu'on dise deux mots des prix, parce que la question du modèle économique est essentielle. Parlez-nous de votre cas, Anne-Cécile. C'est compliqué de gagner sa vie. Enfin, je me rappelle d'une formule utilisée par un de mes amis éleveurs dans le département du Gers, qui me disait, pour simplifier les choses, il y a 20 ans, quand on vendait 1 kilo de bœuf, c'était 20 francs. Aujourd'hui, c'est 3 euros. Faites la conversion, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé. Je ne connais pas beaucoup de production, y compris agroalimentaire, qui n'est pas augmentée en 20 ans. Oui, totalement. Alors, sur la blonde d'Aquitaine, c'est la race que je produis chez moi. On est sur une race un petit peu supérieure, enfin qui se vend plus cher. Ouais, ouais. Donc, hors label, on vend à 4 euros le kilo de viande. En label, j'arrive à vendre à 4,80 à peu près le kilo de viande. C'est beaucoup, oui. C'est élevé. C'est élevé pour la filière. Par rapport à la filière. Mais, ça couvre vos coûts de production? Non, à peine. Parce que la blonde est dure à élever et chère à élever. Elle mange beaucoup. Bref, il y a beaucoup de sujets. La blonde est dure à élever. C'est une formule qu'on gardera de cette émission. Attention à vous. Oui. Mais au-delà de ça, en tant qu'éleveuse, j'éprouve une vraie difficulté. Parce que quand je vends directement aux consommateurs, je vais vendre à 14 euros le kilo le colis de tout venant. Oui, oui. Et quand je vais voir même les bouchers, on va toujours me dire, que ce soit le consommateur ou que ce soit le boucher, c'est trop cher. C'est trop cher. Et pourquoi? Parce que vous êtes sûr de ça? Ah, je vous assure. Pour avoir vraiment essayé. Ah, bon. Et il y a quelques bouchers qui vont écouter, il y en a quelques-uns, mais ils sont assez minoritaires. Là, il faut bien prendre conscience qu'aujourd'hui, pour un boucher, c'est beaucoup plus simple d'aller à Rungis, de s'approvisionner en tout venant, en découpé, en carcasse dont il n'est pas forcément, dont il ne connaît pas l'éleveur en tout cas. Ouais. Et il y a un effort à faire, et je suis peut-être un peu dur en disant ça vis-à-vis de ma propre filière, mais c'est le cas. Il y a un véritable effort à faire de tout le monde pour proposer aux consommateurs un éclairage sur ce qu'ils mangent, d'où ça vient, pourquoi c'est de meilleure qualité quand c'est labellisé ou en tout cas quand on connaît l'éleveur et qu'on sait ce qu'il donne à son animal. On doit tous, les éleveurs doivent communiquer et les bouchers doivent aussi commencer à éclairer le consommateur, vraiment, sur les enjeux. Moi, je vous écoute. Ouais. Moi, je pense que le débat du prix, c'est éternel, mais c'est un faux débat. Parce que, de chez le boucher ou chez, vous avez de la viande à tous les prix.
Si je mange un bourguignon, ça vaut 3,50 € le kilo. Si je mange un faux filet, ça va valoir entre 18 et 22. Si je mange un filet, ça va valoir 30, parce que voilà, c'est logique. Le filet, c'est un tout petit morceau, tout est logique. Bien sûr. Si on lisse ça sur sa semaine, si je mange 200 grammes de viande, 200 grammes de bourguignon à 3,50 €, ça va me faire 60 centimes. Si je mange, par personne, si je mange 200 grammes de faux filet à 20 € le kilo, j'en avais pour 4 €. Si je lisse ça sur la semaine, mon budget, on va dire, à la semaine, n'est pas forcément élevé. C'est juste une question de choix des morceaux, encore une fois, et de choix de produits. Idem pour les fruits frais. Si en plein hiver, j'achète des poireaux, ça vaut 1,50 € le kilo. Je peux manger 400 grammes de poireaux, j'en ai pour 75 centimes. Voilà, voilà. Et cette réflexion-là, nous on l'a en tant que chef de cuisine quand on va vendre un plat dans un restaurant, mais il faut aussi l'avoir pour nous, quoi. Donc voilà. Monsieur Pecker, est-ce que vous... Oui, une réflexion par rapport sur le prix. Une réflexion par rapport à ça, c'est que on a nous le défaut tous de communiquer en euros par kilo. Personne ne consomme 1 kilo de viande. On consomme tous des portions de 100, 150 grammes. Et du coup, même le filet ou le faux filet qui vaut 25 ou 30 € le kilo, rendu en 100 grammes dans l'assiette, ça fait finalement pas une assiette si exorbitante que ça. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Il y a d'abord des prix qui vont effectivement dans la filière bovine de 3, 4, 5 € pour des produits pas beaucoup consommés, mais qui pourraient retrouver des lettres de noblesse. Et dans tous les cas, on consomme pas 1 kilo de viande. Donc la portion et l'intérêt que le consommateur peut avoir à investir dans son assiette, c'est important en termes de prix. Après, une des difficultés qu'il y a dans notre filière, c'est qu'effectivement, quand on abat un animal, quoi qu'il arrive, l'animal il arrive entier. Il a toujours le même nombre de côtes, le même nombre de cuisses, et il faut trouver un équilibre entre le bourguignon à 4 € et le faux filet ou le filet à 28 ou 30. Le tout étant un équilibre global. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain morceau qu'on ne vend pas assez cher, ce qui implique du coup qu'on met l'équilibre sur le reste et qu'on vend finalement les pièces nobles toujours un petit peu plus cher. On dégoûte le consommateur et il faut peut-être se dire à un moment donné, revalorisons les produits qui ne sont pas forcément les produits nobles, les produits qui ne sont pas forcément les plus sexy ou les mieux valorisés, ça nous évitera de mettre des produits nobles trop chers. Emmanuel Ducrot, oui. L'équation du prix de la nourriture s'inscrit sur 2 plans. Vous avez d'abord le plan personnel du consommateur qui va faire ses courses et qui voit l'addition à la caisse, en gros, ou chez le boucher. Et vous avez de plus en plus aussi une tendance qui est à voir l'addition dans sa globalité, c'est-à-dire dans tout le cycle de production. Qu'est-ce que ça coûte à la société, qu'est-ce que ça coûte à la planète, etc. Et je pense qu'on résoudra une partie de cette équation en replaçant la thématique du prix dans la thématique de la valeur. Quelle est la valeur d'un produit dans son cycle de production au regard de considérations écologiques? Quelle est sa valeur en termes de nutrition, de santé, nutritionnelle, environnementale? Et le troisième pied, c'est évidemment la valeur économique pour les éleveurs et la filière. Si on commence à expliquer aux consommateurs que la constitution du prix d'un produit, c'est 3 facteurs, c'est un assemblage, et pas un seul facteur qui est juste économique, on commencera déjà à faire de la pédagogie sur pourquoi est-ce que l'alimentation est plus ou moins chère et pourquoi est-ce que les produits ne sont pas au même prix à un autre moment, à un morceau, à un bout ou à l'autre de l'année par exemple. Bon, Alex, dernière question. Mademoiselle. Très court. Non, madame, pardon. Mais vraiment 30 secondes. Non, en très court, je voulais juste souligner que dans les années 60, on consacrait approximativement 35% de notre budget à notre alimentation. Aujourd'hui, c'est moins de 20%. C'est 11%. Et en moyenne. Ouais, ça dépend. Et ça, vous savez, il faut éviter de raisonner en moyenne parce que les moyennes... on s'est quand même globalement un peu désintéressé de notre alimentation. Non, on a désinvesti l'alimentation, mais je pense qu'on est au creux de la vague et qu'on remonte légèrement. Exactement. Je pense qu'on remonte là. Exactement, voilà. Mais c'est peut-être le moment de reprioriser. Mais l'enjeu, vous savez, ce ne sera pas de faire mieux consommer les CSP+, c'est de faire consommer mieux tout le monde, toute la société, y compris ceux qui ont des moyens faibles. J'espère que vous avez raison. Quand vous pensez qu'on est au creux de la vague, d'autres pays plus anglo-saxons qui ont une moins forte culture alimentaire sont en dessous des 10%. Donc j'ose croire qu'on va avoir un rebond, mais clairement on peut descendre encore un peu en dessous si on n'investit pas réellement dans notre alimentation. Il faut y faire attention. Il y a un élément sociologique qui est intéressant à prendre en compte. Vous savez, il y a des classes qui sont prescriptrices dans la société. En gros, en très gros, le bobo. Vous voyez une chose très intéressante. Quels sont les prénoms à la mode aujourd'hui en France? Ce sont les prénoms que les bobos donnaient à leurs enfants il y a 10 ans. Ils sont aujourd'hui majoritaires en France. Quelle est la tendance de consommation alimentaire chez les bobos? Et elle est à la distinction sociale. On mange du bio, on mange de la qualité, etc. Ce sont généralement des gens qui fixent un peu des tendances qui infusent ensuite dans la société. J'espère que je ne me trompe pas. Si c'est ça, c'est assez optimiste pour le secteur alimentaire. Bon.
Alex, on n'a plus le temps de prendre les questions, mais tu peux peut-être résumer quel est l'esprit des réflexions qui sont faites sur Twitter. Il y a quand même quelques inquiétudes encore, parce qu'on parle beaucoup du Made in France. Et est-ce que le Made in France va être accessible au petit peuple? Cette question, elle était un peu... Voilà. Il est quand même en grande partie. C'est-à-dire, ça fait partie des idées reçues. On considère qu'il y a des produits qui viennent de l'extérieur qui seraient moins chers. C'est vrai dans certains cas. Mais il y a aussi beaucoup de Made in France, beaucoup de production locale. D'abord, quand on produit à proximité, il n'y a pas l'impact de la logistique. Il y a moins d'impact de la logistique, donc ça peut réduire le prix d'accès. Mais de façon générale, on a une segmentation large en France. Et on a une segmentation large. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur le bourguignon à 3, 4, 5 euros, même la viande hachée qui est à 10 euros, c'est du Made in France. Hein. Donc c'est accessible. On peut trouver de la viande française accessible sans problème aujourd'hui. On peut trouver de tout d'ailleurs. Toutes les productions françaises, animales, végétales, accessibles. Mais sans oublier quand même que la qualité se paye et qu'à vouloir réclamer sans cesse des prix plus bas, la guerre des prix tue l'économie. Voilà. Vous me laissez le dire comme ça ? Très bien. Hein, voilà. Merci à tous. Merci d'avoir participé à ce Stop Intox. À demain. Au revoir.